On va pouvoir garder nos questions pour Pierre-Olivier après. On va, en attendant, accueillir nos autres panélistes. Pendant qu'on fait le petit setup de fauteuil et de caméra, je vais pouvoir vous les présenter. On va donc accueillir Marie-André Pichette, qui est directrice générale de la Régie, donc la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et de la Madeleine. Madame Pichette travaille pour la Régie depuis une dizaine d'années et est actuellement directrice générale de l'organisme. Elle détient en histoire à l'Université du Québec à Rimouski et un parcours professionnel axé autour des communications. Elle a gravité dans le milieu politique et social gaspésien durant la majorité de sa carrière. À la Régie, elle a notamment supervisé le développement d'un système régional d'autopartage en 2019, implanté dans le cadre du projet pilote Sauvé, que Pierre-Olivier a évoqué tout à l'heure. La plateforme est encore utilisée sur les territoires gaspésiens de nos jours et ça rime avec d'autres projets développés par la Régie. Et on accueille également Raphaël Arsenault, président de l'organisme Mobilité Partagée Rimouski. Monsieur Arsenault est un cycliste piéton engagé depuis près d'une décennie dans une série de projets en lien avec la résilience et la transition écologique. Il est cofondateur d'une assemblée citoyenne de quartier à Rimouski, membre du comité noyau des incroyables commerciers de Rimouski, coordonnateur de jardins communautaires dans le quartier Saint-Robert et aujourd'hui membre de l'organisme Mobilité Partagée Rimouski. Un citoyen impliqué, on peut dire. Il s'intéresse particulièrement à la reprise d'un pouvoir décisionnel au niveau local, au concept de sobriété et d'efficacité dans les fondements de la société et de la culture. Il est musicien classique de formation et consacre son temps en priorité à la lutte au changement climatique à l'échelle locale et régionale. Mobilité Partagée Rimouski est un organisme qui vise à mettre en œuvre un service d'autopartage communautaire de véhicules personnels. Il consiste en un système de prêt entre membres propriétaires et utilisateurs de façon ponctuelle, moyennant une contribution fixée par l'organisme selon la durée de location, distance, etc. Donc ça va être Jonathan qui va animer notre panel. Voilà, le concept des véhicules en location partagée, ça existe quand même depuis longtemps. Vous savez que vous allez chez Enterprise, louer une voiture. Bon, c'est un principe qui existe quand même depuis longtemps. C'est sûr que ça s'est concentré beaucoup autour des centres urbains, des secteurs aéroportuaires. Aujourd'hui, on peut se centrer sur l'autopartage, le partage de véhicules, plus avec, comme on parlait tantôt, de communauté, mais aussi de deux autres approches aussi qu'on va ajouter complémentaires de communauté. Alors, premièrement, peut-être plus à la plateforme Sauvé du côté de la région de Marie-André et initiative plus socio-communautaire de mobilité partagée Rimouski. Donc, rapidement, ma première question, ce serait plus pour vous trois. Ce serait la présentation du projet, le modèle que vous allez développer là, au sein de vos localités. Donc, si on commence à la télé. C'est Marie-André, peut-être? OK, j'y vais. Dans le fond, je présente le projet Sauvé. C'est simple, c'est un projet de voiture en autopartage qui a été fait en partenariat avec 10 municipalités sur le territoire. Donc, on partage nos véhicules avec les employés municipaux, mais aussi avec les citoyens externes, les clients externes de l'organisation qui utilisent la voiture majoritairement de soir, de fin de semaine. Donc, c'est un projet qu'on en est à la 4e année déjà d'exploitation. C'est un projet d'autopartage qui a des bénéfices, mais qui a aussi des enjeux importants à déployer. C'est pas la solution gagnante dans l'autopartage, mais je pense que c'est une des solutions qu'on peut offrir là, sur un territoire. Est-ce que vous voulez que je continue? Je prends la parole. À Rimouski, on a créé un organisme à but non lucratif. En fait, on a eu notre AGA de fondation au printemps. Puis le but, comme on disait tantôt, c'est de promouvoir des partages de voitures entre les citoyens propriétaires et des citoyens emprunteurs, moyennant un échange d'argent qui serait établi, qui serait fixé là, par l'organisme et ses membres. C'est pas mal ça, c'est de mettre à contribution en fait le parc automobile déjà existant sur un territoire, puis aussi il y a un aspect
je dirais, de tissu de cohésion sociale là, qui est important pour nous de développer un esprit de partage dans des quartiers, dans des voisinages, etc. C'est aussi dans nos objectifs, dans le fond, d'avoir une application où est-ce qu'on veut faire la location, la réservation en ligne, en fait, dans le but d'être couvert par une assurance qui serait comme collective là, par rapport aux membres. Donc, quand tu empruntes la voiture de quelqu'un d'autre, tu es couvert par l'assurance qui serait établie par l'organisme. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça notre projet. Donc, de mon côté, Communauto, c'est peut-être le plus connu des services d'autopartage au Québec. Victoriaville l'a vu vraiment comme un ajout finalement de mobilité. Taxibus, comme je vous disais, on n'a pas de ligne fixe d'autobus. Donc, vraiment, c'est d'un taxi à l'autre. Ça convient pour les besoins quotidiens, finalement, mais si tu veux sortir déjà du territoire de la ville de Victo, tu ne peux pas utiliser ce transport-là. Donc, l'idée aura été d'ajouter différents joueurs de mobilité, dont l'autopartage. On pense que c'est la même clientèle, finalement. Souvent, les gens qui utilisent Taxibus n'ont pas nécessairement accès à une voiture. Donc, l'idée, c'est de leur permettre d'avoir cette voiture-là, finalement, peut-être à moindre frais que les discounts, Tilden et autres de ce monde. Puis ça vient avec un service clé en main. En fait. Comme je vous disais, l'idée, c'est de ne pas avoir ça à gérer dans l'appareil municipal, ni au niveau des assurances, du service à la clientèle, de l'entretien des voitures. Puis c'est un partenariat entre Communauto et l'île de Victoriaville, mais il y a d'autres joueurs impliqués aussi pour ne serait-ce que le déneigement des stations. Donc le cégep de Victoriaville fait partie de l'aventure. Donc il y a une voiture qui est garée en station chez eux. Ils s'engagent en contrepartie à déneiger le tout finalement pour que les utilisateurs puissent y avoir accès. La même chose pour Vivaco, en fait, les BMR. Donc on a une succursale à Victoriaville, donc ils embarquent dans la partie, et deux couches-tard finalement, qui sont, quand je vous parlais de Jutra et Bois-Franc, donc on a une voiture qui s'en va directement là, au cœur du centre-ville, et une autre un peu plus excentrique. On se permet en fait d'aller un petit peu à l'aventure, justement, on est en mode exploratoire. On l'envoie carrément dans une banlieue, finalement, si on veut, un nouveau développement qui est beaucoup de maisons de jumelés, tout ça. Donc, on se permet d'avoir une voiture là, au coin de la route 122 et de la rue des Roses, qui est ce qu'on pourrait dire une deuxième couronne de Victo, si on veut. Donc, on va voir si cette voiture-là va être utilisée. Si elle ne l'est pas, on pourra la relocaliser ailleurs, finalement, sur le territoire. On est monté un peu sur la question des besoins, quand même. C'était un peu ma prochaine question. Mais là, on comprend plutôt plus le besoin géographique, de sortir de tout ça, côté des nouveaux développements. Oui. Il y a d'autres besoins aussi. Juste pour compléter là-dessus, l'idée, en fait, c'est de notre côté, on le voit vraiment comme un service à la population. Contrairement, disons, à Trois-Rivières, qui ont embarqué avec Communauto l'année précédente. Trois-Rivières, ils l'ont vu comme un service pour les employés-employeurs, finalement. Donc, c'est le service d'approvisionnement plutôt que le service du transport, si on veut, là, qui s'est occupé de ça. Donc, eux, c'est réservé pour les employés municipaux de 8 à 5. Puis, soir et fin de semaine, c'est disponible pour la population. Donc, c'est une entente de location qu'avait le Trois-Rivières avec les Communauto, puis ça leur a permis finalement de faire un ajout finalement pour la population. Comme je vous disais, nous, l'inverse, c'est tant mieux si le monde l'utilise plus, la ville de Victo va payer moins. Puis nous, si nos employés veulent réserver, ils n'ont pas de priorité, il faut qu'ils réservent finalement sur les mêmes plages horaires que monsieur, madame, tout le monde. Puis nous, c'est simplement le budget de déplacement qui va transférer dans l'autre. Donc, c'est un peu les deux besoins qu'on avait à Victo. Du côté de la télévision, oui, vous pouvez appeler la télévision. Raphaël, vous commencez? Les besoins à Rimouski, en fait, c'est que on a, contrairement à d'autres municipalités au Québec, on a quand même un rattrapage là, au niveau du transport collectif ici. Pendant plusieurs années, le transport collectif n'était pas vraiment adapté aux besoins de la population, ce qui fait qu'il n'y a pas eu cette espèce de changement culturel vers le transport collectif qui s'est fait. Au niveau du transport actif aussi, on a quand même un certain rattrapage là, à faire. Puis il y a un désir dans la population, surtout pour le transport actif, là, que ça se développe. Mais tout ça, ce que ça a créé, c'est qu'on a une grande flotte automobile à Rimouski, un parc automobile qui est assez important par rapport à notre population. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est utiliser les voitures qui sont... en passant, les voitures sont à 95% du temps stationnées. Là, ça, c'est une statistique qui revient souvent quand on se pose la question. Puis dans le coin de Rimouski, c'est 90% du temps, la voiture est utilisée pour des déplacements de moins de 30 minutes.
Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de voitures dans l'espace urbain qui sont pas utilisées la plupart du temps. Donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'était rentabiliser, en fait, ces voitures-là qui sont déjà présentes. Les besoins auxquels ça répond, ben là, pour plusieurs personnes, les voitures sont déjà achetées. La voiture, ça coûte cher. Les dernières statistiques qu'on a, c'est que c'est 11 000 $ par année en moyenne au Québec, avoir une voiture. On dit en moyenne, c'est sûr qu'il y a des voitures qui coûtent moins que ça, puis il y a des voitures de luxe qui peut-être coûtent plus que ça, ou bon, dépendamment des besoins. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était que les gens qui ont une voiture par nécessité, puis qui sentent que pour certains besoins ponctuels, en ont besoin d'une seconde, puissent avoir une option alternative à l'achat de la deuxième voiture, qui souvent va encore plus prendre de la poussière, si on veut. Puis en contrepartie, ben, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des voitures, puis qui ont des besoins ponctuels, des fois des besoins réguliers, mais pas à temps plein. Donc ces gens-là pourraient facilement contribuer, dans le fond, à la voiture qui est stationnée 95% du temps. Bon, contribution monétaire pour le propriétaire, puis ça permettrait d'assouvir les besoins qui sont plus ponctuels sans devoir débourser le gros prix là, pour acheter une voiture. On sait aussi que le coût des voitures va en augmentant. Là, ça a un peu explosé dans les dernières années. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile pour les personnes qui ont un plus faible revenu d'avoir accès à des voitures. Puis tout ça dans le contexte des changements climatiques aussi, là, ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'il y ait une réduction, de moins participer à la production en fait des voitures, que c'est toujours quelque chose qui est polluant. Donc c'est ça. Ben, écoute, dans le fond, tous les projets, là, les objectifs, les besoins à combler se ressemblent. Quand même dans la même lignée de ce qui a été dit par mes partenaires de panel. Les objectifs d'un projet d'autopartage en région sont des objectifs à répondre. Les besoins, en fait, c'est des besoins d'économie de partage auprès de nos partenaires, des municipalités. Donc, on avait un objectif d'implanter un véhicule qui allait être utilisé par les employés et qui allait éviter les déplacements avec les voitures personnelles des employés. Donc, valoriser aussi l'électrification, donc valoriser la voiture électrique dans le milieu. Mine de rien, quand on a parti le projet, on entendait beaucoup pas de mythes, mais de publications qui étaient quand même très négatives versus l'utilisation des voitures électriques. Donc, on trouvait que c'était une bonne façon de familiariser notre milieu avec l'utilisation d'une voiture électrique. Donc, on répondait à différents besoins de cette façon-là. L'économie de partage était importante, puis répondre à des citoyens qui avaient des besoins quand même assez spécifiques d'utiliser une voiture, d'éviter d'acheter la deuxième. Les valeurs là, que Raphaël a expliquées aussi pour le Bas-Saint-Laurent ressemblent aussi au même contexte chez nous. Les gens multiplient l'acquisition de voitures, donc on essaie, par cette offre de service-là, de limiter le parc de voitures là, dans la région. Donc, chacun de vos trois modèles s'intègre aussi forcément dans une offre de transport qui est déjà existante. On parle de Taxibus à Victoriaville, avec l'application Vecto, à l'industrie la société de transport, la Régine qui exploite aussi les autobus, même du vélo partage tout récemment. Donc, comment est-ce que le vélo partage, vos systèmes, il s'intègre là-dedans? Comment est-ce qu'il complémente ces services-là de transport collectif qui sont déjà existants finalement sur vos territoires? On va faire la télévision? Oui, tu peux y aller, Raphaël. Non, vas-y. Okay. Tu sais, pour notre part, ça vient vraiment combler un besoin au niveau de l'utilisateur parce que dans le transport en commun, ce qui est notre fonction de base de la régie, on offre un service de transport par autobus du point A au point B basé sur des horaires, puis dans la mesure de ce qu'on est capable d'offrir en région. Donc, avec un horaire mais un horaire beaucoup plus limité que ce qui est offert en milieu urbain. Donc, l'objectif du projet était de venir combler cette offre-là par les voitures en autopartage. Donc, une personne qui arrive en autobus va pouvoir utiliser la voiture pour terminer son trajet et se rendre vraiment à destination dans des contextes où le véhicule est peut-être pas l'autobus est peut-être pas la meilleure solution. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos territoires,
la multitude d'offres de mobilité va être vraiment gagnante, puis va être vraiment la solution pour inciter les gens à utiliser autre chose que la voiture. Ça peut pas être que l'autobus, ça peut pas être que l'autopartage, ça peut pas être que le vélo-partage. Il faut que ce soit vraiment une multitude d'offres, idéalement 3, 4, 5 possibilités pour le citoyen pour l'amener à faire cette réflexion-là. Donc, je considère que l'autopartage est un volet de la mobilité qui est offert sur le territoire, puis vient combler le besoin qu'un citoyen a dans se déplacer en autobus. Il arrive à terme, il prend l'autobus, la voiture d'autopartage pour un autre besoin. Donc, je pense que dans ce contexte-là, ça répond bien là, à l'offre qu'on a déjà sur le territoire. Le vélo-partage est un bon exemple aussi de cette complémentarité-là qu'on peut offrir en multipliant les possibilités là, de déplacement sur des territoires comme le nôtre. Ben, j'abonde dans la même direction, là. C'est sûr, comme Marie-André dit, on a des réalités qui sont assez similaires. À Rimouski, la STR, c'est quelque chose, ils travaillent très fort là, tu sais, pour actualiser le réseau du transport, puis on reconnaît ça, mais dû à des manques de financement, dû à une panoplie de facteurs, ben ça peut pas répondre, comme disait Marie-André, à tous les besoins au niveau de la mobilité. Puis on est toujours gagnant là, d'avoir une multitude d'options, je pense, là, pour ce qui est de la mobilité. Il faut voir la mobilité comme l'objectif et non pas le moyen, là, selon moi. Donc, c'est l'autopartage tel que nous, on le préconise, ben ça vient offrir une flexibilité que des systèmes un peu plus cartésiens ou un peu plus restreints au niveau des horaires, comme les transports collectifs actuels, peuvent pas combler. Avec le bonus, dans notre cas, à Mobilité Partagée Rimouski, de créer aussi des liens entre des gens dans la collectivité. Donc, de créer des liens de confiance entre des gens qui, normalement, peut-être n'auraient pas été en relation. On sait que la voiture, c'est quand même quelque chose de précieux. Au niveau culturel, on l'associe souvent un peu à l'extension de sa demeure ou de sa personnalité. Donc, de venir briser ça, ma voiture à moi, en provoquant des liens de partage, des liens qui vont se solidifier au cours du temps aussi, on espère. Ben ça permet aussi de contrer un peu l'isolement qui prévaut là, dans nos sociétés post-Covid aussi, puis les sociétés où est-ce que les réseaux sociaux en fait sont la base là, de toute communication. Là. Donc on espère apporter un peu ce petit bonbon-là en plus là, au niveau d'une communauté solide. J'y vais. Okay. En fait, simplement, l'idée c'est d'avoir un compte de mobilité intégré. Donc, oui, le taxibus. Avec toi, si je reprends l'exemple du 11 000 annuel, c'est dans le fond pour 1 200 par année à Victoriaville, tu peux te transporter où tu veux, quand tu veux, de 6 h du matin à minuit et demi soir. Fait que, sur le territoire de la Dévito. Ça, c'est vraiment à la demande. C'est à l'heure que tu veux. C'est pas des services fixes, c'est pas des trajets fixes, c'est vraiment du point A au point B. Il reste que ce n'est pas tout. En fait, quand on dit qu'on veut combattre finalement les voitures supplémentaires, une fois que tu dis cette option-là, ça fait du sens au niveau financier de le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire, entre autres parce qu'il y a des irritants. Tu ne peux pas sortir de la ville du tout. Donc, comment on fait pour aller rejoindre nos voisins, les gens qui restent finalement dans les municipalités voisines qui veulent venir à Victo? Ben, il faut rajouter le transport collectif de la MRC, tout ça. Comment on fait pour ajouter finalement les gens en mobilité réduite? Il faut ajouter le transport adapté. Donc, c'est dans cette même veine-là finalement que le communauté est arrivé, donc du transport finalement alternatif. Ça n'empêche pas qu'on va viser éventuellement aussi du covoiturage. Le taxi privé doit aussi faire partie de ça. Il y a une belle complémentarité, surtout entre le taxi privé puis l'autopartage. Ça, les différentes études finalement là, démontrent que c'est la même clientèle cible, c'est simplement pour des besoins différents. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement intuitif dans tout ça, mais le lien commun, c'est que ces gens-là, c'est souvent des gens qui n'ont pas de voiture. Présentement, on est beaucoup dans l'idéalisme, finalement, les gens qui pondent l'autopartage, c'est souvent, on est peut-être dans le premier 5-10% de la population qui embarque. Mais là, je me demande si ce n'est pas une conclusion, on pourra y revenir plus tard. Il y a quelques semaines, on a un ministre qui a dit qu'on avait une voiture sur deux au Québec là, dans notre parc de voitures. C'est très ambitieux.
Ce qu'il n'a pas nécessairement dit, c'est que est-ce que ça va être volontaire en fait tout ça, ou est-ce que c'est pas justement le prix de la voiture qui va exploser, qui va faire en sorte que ces gens-là ne sont pas volontaires, mais ils ne pourront plus se permettre d'avoir deuxième ou troisième voiture chez eux. Mais comment on fait en termes de société publique ou en termes de collectivité pour se tourner de bord finalement et accueillir tout ce monde-là? Il faut y penser maintenant finalement, parce que c'est un peu ça en fait. T'sais, on ne pourra jamais remplacer la liberté puis l'instantanéité que ça donne une voiture individuelle. Donc, c'est pour ça que plus qu'on met d'options de mobilité, finalement, au service des gens, mieux ça va aller, finalement, pour leur donner différentes options. Mais on a quand même dit qu'on aurait un troisième lien. Alors, moi, je suis très nuancée dans ces propos-là. Oui, sur la politique nationale, je n'embarquerai pas dans ça. Mais le 11 000, en fait, l'étude du 11 000 par année, est-ce que c'était juste pour les véhicules neufs ou pour l'ensemble des véhicules? Ça doit être l'ensemble. Vous parlez de la statistique du 11 000 $ par année? Oui. Je pense que c'est un chiffre moyen, en fait, qui regroupait probablement toutes les situations de véhicules potentiels. Je sais que le coût, en fait, de dévalorisation au fil des années était comptabilisé là-dedans, l'essence, les réparations, les assurances et tout, là. Donc, c'était très général, là, très large, en fait, là, comme échantillon, je pense. C'est la Mazda protégée à la Maserati. C'est ça, c'était dans toutes les ranges de véhicules. C'est ça que je veux dire. C'est une blague. Ouais, incluant peut-être le Hummer, où j'ai pas fait partie de l'étude, malheureusement. Mais c'est un chiffre qui revient aussi régulièrement là, dans plusieurs études qu'on utilise. Ouais. Peut-être rebondir sur les blocs de transport. On parle de communauto, l'étude d'implanter communauto à Rimouski. Est-ce que ça vient se complémentariser avec la mobilité partagée ou est-ce que ça vient de compétitionner? Comment est-ce que finalement on s'intègre à ça? Comment est-ce qu'on anticipe ça? Ben, en fait, nous, là, quand on a commencé notre projet il y a 2 ans, on se posait la question, ben, est-ce qu'on veut que Communauto vienne ici? Donc, c'est sûr que nous, dès le début, on a contacté Communauto. Puis je pense qu'on a eu cette rencontre-là il y a 1 an environ. C'était un des membres de notre CA qui a eu la rencontre avec eux. Puis, d'après ce qui ressortait, on sentait que Communauto, oui, avait un désir de s'implanter dans des plus petites localités, mais que leur modèle d'affaires ne le permettait pas encore. Donc, pour nous, c'était une espèce de signal voulant dire, c'est pas la volonté qui manque, mais comptez pas là-dessus pour l'instant. Ça, c'est une des choses qui a fait qu'on n'a pas commencé à essayer de tisser des liens plus forts avec Communauto à cette période-là. Là, on voit aujourd'hui qu'avec Victo, ça se passe. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'interne pour Communauto. Puis, tu sais, je tiens d'ailleurs à dire 2 choses. La première, c'est que je pense pas que c'est grave qu'il y ait de la compétition au niveau de la mobilité alternative, là, dans le sens que notre objectif à tout le monde, je pense, c'est d'offrir des solutions de mobilité qui sont durables et qui sont intéressantes et inclusives. L'autre chose, c'est qu'en ce moment même, mon CA est en train de discuter avec Communauto. On a une réunion aujourd'hui, là, donc mes amis sont présentement en visioconférence avec eux. Donc, on garde un bon contact là, avec la compagnie. Ceci dit, il y a 2 autres points, nous, qui a fait qu'on a bifurqué aussi en direction de quelque chose d'un peu plus à l'échelle communautaire. En fait, c'est le parc automobile en ce moment, on considère qu'il est tellement extensif qu'on trouverait ça dommage de rajouter des voitures. Communauto amène sa propre flotte. À long terme, peut-être que ça revient un peu au même parce que bon, les gens prennent l'habitude de prendre Communauto, donc vont pas nécessairement acheter la 2e voiture. Mais nous, on considérait qu'il y avait un potentiel immense ici d'utiliser la flotte déjà existante. Puis, tu sais, faut pas se cacher non plus que l'objectif, c'est de réduire le parc automobile. C'est même Communauto qui avait dit là, qu'il y a plusieurs années dans leurs statistiques de promotion, ils disaient que pour assouvir tous les besoins en mobilité, si on mettait les voitures en commun, on aurait besoin d'1/10 des voitures qu'on a actuellement. Fait que si nous autres, on dit à Rimouski, soyons réalistes, on vise la moitié. C'est quand même un gros move là, de réduire le parc automobile de moitié. Donc, ça commence, d'après moi, par une décision ferme d'aller dans cette direction-là.
Donc, pour nous, c'est quelque chose d'évident d'utiliser le parc automobile qui est déjà existant pour assouvir des besoins qui sont très similaires à ceux que les participants ou les membres de Communauto ont. Puis finalement, la troisième raison, ça serait qu'on est plus partisan ici d'un modèle économique qui est social solidaire, là, donc communautaire, qui n'est pas à but lucratif. Le Communauto est maintenant une compagnie à but lucratif, ce qui n'était pas le cas au début. Donc ça, on considère qu'à long terme, ça peut apporter des problématiques au niveau des priorités. Donc une compagnie à but lucratif va prioriser le lucratif souvent au service. Puis on pense qu'on est dans un moment de l'histoire où est-ce qu'il faut se rediriger vers des choses qui sont plus axées sur le bien commun. Donc une économie sociale solidaire, pour nous, ça semble être la direction à prendre. Voilà. Est-ce qu'on convainc, parce que là, on a parlé un petit peu de la complémentarité avec le transport collectif. Maintenant, comment est-ce qu'on convainc le milieu? Comment est-ce qu'on incite le milieu à aller vers l'avant avec l'autopartage? Parce qu'on parle, Marie-André parlait un petit peu tantôt au niveau de l'électrification et des chars électriques, la perception. Alors, en tant qu'électromobiliste, je l'ai vécu moi aussi un peu, mais aussi tout le volet, la peur de partager son véhicule ou d'embarquer dans un véhicule qui a été déjà par un autre. Tu sais, cette peur de je ne veux pas trop partager, on est dans les municipalités, je ne veux pas trop partager mon véhicule de travaux publics, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on convainc l'idée finalement de dire non, mais ça pourrait être intéressant pour toi de le faire pareil, pour partager ton véhicule avec un autre, ça a beaucoup de bénéfices. Comment est-ce qu'on en arrive là? Oui, Ben, en tout cas, de notre côté, ça a été quand même un défi important au niveau des partenaires municipaux. Donc, c'était comme notre premier palier à atteindre, c'est de convaincre les élus, les employés municipaux que c'était possible de partager un véhicule avec des gens de l'extérieur, que c'était sécuritaire. Il n'y a pas de solution gagnante. Là. Oui, on peut les convaincre, mais il faut montrer l'exemple, puis il faut le démontrer que oui, ça se fait, qu'il y a des endroits que c'est des succès. Puis dans des projets d'autopartage, il faut bien s'entendre que par véhicule, puis tu sais, j'imagine que Raphaël le vit aussi dans son projet communautaire, on n'a pas besoin d'avoir 25 utilisateurs par véhicule pour que ça fonctionne bien. Pour qu'un véhicule roule adéquatement puis puisse répondre à des besoins, il suffit d'avoir 4, 5, 6 utilisateurs qui vont se partager le véhicule dans la case horaire, puis on rentabilise, peut-être pas économiquement là, à 100%, mais quand même, on fait des économies, puis on fait surtout des économies de GES importantes qui valent le coup. Donc, les arguments, ils sont là. Puis nous, il y avait une économie financière, bien sûr, au niveau du partage de véhicules, puis on se le cachera pas, là, ça reste que c'est un argument qui est important, puis probablement que pour les autres projets, que ce soit Communauto ou le projet de Raphaël dans le Bas-Saint-Laurent, l'économie financière qu'on peut faire à ne pas acheter une deuxième voiture ou partager sa propre voiture est un argument là, quand même de taille dans des régions comme la nôtre. Puis qui peut éviter qui amène des revenus puis qui peut éviter de l'achat d'une deuxième voiture. Donc, c'est quand même des gros défis parce qu'on combat un peu comme qui a été dit, l'extension de la voiture, c'est important c'est un symbole de réussite. Souvent, on associe ça à l'image qu'on reflète socialement. Donc, de plus en plus, on espère voir les gens changer cette façon de percevoir la voiture-là. Puis le genre de projet pilote comme on implante chacun dans nos régions, je pense, va amener cette valorisation-là du partage, de l'économie de partage, en fait. Si je peux rebondir là-dessus, tu sais, il y a une phrase qu'on utilise souvent, qu'on voit souvent dans le milieu, c'est « quand tu veux du lait, t'achètes pas une vache ». Tu sais, cette espèce de lubie qu'on a là, d'avoir la voiture comme justement comme extension de sa demeure, comme extension de sa propriété, sa personnalité et tout, c'est quelque chose qui a été fabriqué quand même. Là. On s'entend que c'est pas d'emblée comme ça dans la société. Donc ça se transforme, ces choses-là, surtout avec l'avènement de l'automatisation des voitures. Là.
par exemple, on se fait conduire par des taxis qui sont complètement automatisés par l'informatique, ben tout d'un coup, le fait de se déplacer, ça fait moins de sens d'être la personne qui conduit, donc d'être la personne qui possède la voiture et tout. Donc, je pense qu'on devance un peu avec nos projets cette philosophie-là. Je m'excuse, il y a du bruit dans le fond, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, en tout cas. L'autre chose que je voulais dire qui pourrait être attrayant pour les gens qui connaissent pas l'économie du partage vraiment, qui sont pas initiés à ça, ben c'est important que ça soit clé en main, là, comme Pierre-Olivier le disait. Je pense que c'est important que ça vienne dans un package qui est très clair, qui est sécurisant, que les retombées sont évidentes, puis que les problématiques en fait ont pas été mis de côté là, par l'organisme, que c'est vraiment il y a un réalisme, il y a un pragmatisme là, autour de ça qui est très important. Finalement, ben comme disait Marie-André, on pense qu'il y a en tout cas, c'est un mot fort que je vais utiliser, mais il y a une sorte d'absurdité là en ce moment là, au niveau de l'inefficacité de la flotte automobile au Québec. Donc, on pense qu'il y a tellement d'économies, autant au niveau du temps, de l'argent, que ce soit de l'économie au niveau de la santé aussi, au niveau des mœurs. Il y a tellement à aller chercher, il y a tellement de retombées positives, mais surtout l'argument économique, je pense. T'sais, on faisait un calcul là, avec le système de locomotion qu'on espère utiliser d'ici le printemps prochain. On calculait que si on prête une voiture de taille moyenne 3 fois par semaine pour des trucs très ponctuels, on parle d'un revenu de 3 000 $ par année. Là. Donc, ça diminue le 11 000 moyens à 8 000 moyens. Ça peut faire quand même une bonne différence. Puis ça, c'est pour des échanges qui sont très ponctuels. Ça se peut que des gens, comme disait Marie-André, s'il y a 5 ou 6 utilisateurs qui fait que tu rentabilises ta voiture à hauteur de plusieurs centaines de dollars par semaine, ça peut vraiment paraître là, dans le collimateur économique. Là. Je rajouterais peut-être pour terminer, c'est un peu les contraintes et les opportunités, en fait. La contrainte étant justement, je pense que dans les prochaines années, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas nécessairement le choix, puis ça va être un drame s'il n'y a pas d'opportunité, en fait. Oui, c'est peut-être des projets justement qui vont faire école, qui vont faire parler d'eux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Justement, il y a des partenariats, mettons, comme Victo, comme Noto, ça n'existe pas tant que ça, Trois-Rivières peut-être, mais à part de ça, c'est comme Noto.bar. Les gens, ils vont les voir, les voitures, ils vont connaître du monde qui vont les utiliser. Il n'y aura pas de meilleur vecteur que ça, mais ça ne va pas si vite. Ça ira jamais aussi vite qu'une sensibilisation de masse, finalement. On est tous un peu voisins gonflables. Le voisin qui s'achète son VUS, c'est pas pour rien que 20 ans plus tard, il n'y a plus de sous-compact qui se vend. L'année prochaine, essayez pas de trouver des mini-voitures au Québec. On est rendu un marché secondaire dans le marché de l'automobile. Tout ça, ils viennent de couper les voitures là. Ce qui veut dire que dans 15 ans, minimum, ça va toujours être des pick-up, des VUS. Donc, ça coûte cher pour d'autres options. Moi, je pense que c'est vraiment la contrainte financière qui ne nous donnera pas le choix d'aller de l'avant là-dedans, mais c'est peut-être dans 10 ans. Une fois que ça prend du temps quand même à changer les habitudes. Fait que, moi, je pensais pas que ma bagnole t'offrait 15 ans, mais j'en suis là aujourd'hui. Elle est payée, je fais l'entretien de base, et la plupart du monde vont faire ça. Ils vont user leur char à la corde, puis c'est au moment du changement finalement qu'on va le faire. Je pense que c'est pas si rapide comme changement, là, mais c'est en voyant sur le terrain comment ça marche finalement que les gens vont l'adopter. Je vois du 2 points de mes yeux que le temps file. Vraiment rapidement, peut-être perspective d'avenir, tomber, projeter sur vos projets. Et ensuite, là, on pourra tomber plus à la période de questions si ça convient. Donc, rapidement, peut-être commencer. Oui, je vais y aller pour vous laisser le plancher par la suite. Là. Nous, en fait, le programme qu'on a avec le ministère, dans 3 ans, on est censé implanter 10 voitures et avoir 100 usagers à Victo. Je vous dirais qu'après 8 semaines, justement, là, on a 7 voitures d'implantées déjà, puis une cinquantaine, un peu plus de membres. Donc, penser que dans 3 ans, on va avoir atteint les objectifs du ministère de l'Environnement, c'est pas mal plus réaliste que ce qu'on pensait. Je vous dirais que le rêve dans tout ça, c'est en fait un petit peu viser ce que Rimouski fait. Oui, comme Noto, c'est un privé, puis c'est devenu, surtout avec la pandémie à Montréal, là, je vais parler trop, c'est devenu beaucoup du privé, puis
des fois, tu as des membres finalement qui s'en balancent les autres. Tu arrives dans une bagnole qui est pleine de poils de chien, c'est une bagnole communautaire, c'est supposé être ça. Le fait que ce soit privé, que ce soit plus gros, des fois, il y a cette perte-là chez Communauto. Mais l'idée, en fait, dans des milieux comme les nôtres, c'est d'être capable de faire cette gestion de communauté-là. À Vito, les 50, là, ça se fait se rassembler, puis se parler, puis s'arranger pour, s'il y en a un qui fume une top finalement dans son Communauto, oui, le service est là, le service à la clientèle, mais on peut se parler entre humains. Ça serait le rêve de l'anticipation dans les 3 prochaines années. Je vais juste rebondir là-dessus, dire que c'est un peu ce que Marie-André disait aussi tantôt. Notre objectif à nous, c'est pas qu'il y ait 15 personnes qui partagent la même voiture, mais de créer des liens forts entre des pairs d'utilisateurs comme point de départ. Donc, justement, ça permettrait d'aller au-delà là, de ces craintes-là, puis de créer une bonne communication entre les gens. Ça permet aussi de s'adapter aux besoins spécifiques, autant de la voiture que des utilisateurs. Donc, pour nous, c'est important, puis cette flexibilité-là fait partie de notre projet. Les autres retombées qu'on espère, à part une diminution du parc automobile, comme on a mentionné beaucoup, c'est un peu une réappropriation aussi de l'espace urbain parce que ça prend beaucoup de place, l'automobile. Ça réglerait aussi une partie des problématiques de stationnement. Il y a de la pollution atmosphérique. La pollution sonore à Rimouski, c'est un réel fléau en ce moment, donc ça participerait à ça. La création de meilleures habitudes de vie aussi. On a, comme j'ai mentionné tantôt, 90% des déplacements, c'est moins de 30 minutes ici à Rimouski. Donc, il y a souvent des situations où est-ce qu'on pourrait faire autre chose que prendre la voiture, mais parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est là, parce qu'on a développé l'habitude qu'elle soit là, on la prend. Donc, au niveau des habitudes saines, il y aurait moyen de vraiment transformer nos habitudes puis d'économiser aussi à tous les niveaux à ce niveau-là. Puis là, bien sûr, le dernier point, c'est des économies là, pour les utilisateurs, pour les propriétaires de voitures, mais aussi pour des gens qui veulent utiliser des voitures de façon ponctuelle, qui n'aient pas besoin nécessairement d'acheter une première voiture, ou pour des gens qui n'ont juste pas les moyens de se payer une voiture et de pouvoir se permettre d'utilisation spécifique là, à différents moments. Nous, de notre côté, ce qui est à venir pour le projet, c'est bien sûr, là, on a une vision d'augmenter la flotte. Le territoire est très grand, puis notre première phase, qui est le projet pilote, reste quand même assez modeste. On souhaite augmenter la flotte et l'augmenter avec des véhicules beaucoup plus disponibles pour les citoyens. Actuellement, comme ils sont en partage avec les municipalités, donc il y a un petit peu moins de disponibilité pour notre clientèle. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment varier les offres, étaler sur le territoire puis varier les offres de véhicules. On souhaite aussi, là, dans la même lignée de ce que Raphaël expliquait, on souhaite augmenter la flotte, mais viser des véhicules qui sont déjà en fonction sur le territoire. Donc, aller atteindre aussi cet objectif-là de ne pas augmenter la flotte. Les véhicules qu'on a présentement là, acquis dans le projet, c'était des véhicules qui étaient déjà dans la liste d'acquisition des municipalités partenaires. Donc, il y avait déjà un changement de véhicules ou une acquisition prévue. Donc, on ne pense pas qu'on a ajouté des véhicules dans la flotte, mais dans l'avenir, ce qu'on souhaite, c'est que les municipalités qui ont une acquisition à venir aient la réflexion d'intégrer le projet et aussi d'intégrer des véhicules déjà existants comme d'autres municipalités ou d'autres partenaires publics qui ont des véhicules professionnels qui pourraient venir contribuer là, à l'offre de services sur le territoire. Puis aussi, ça va être un peu pas nos années tranquilles, mais nos années d'évaluation, parce que là, la flotte commence à vieillir. C'est quelque chose qu'on connaît pas encore dans cette façon de faire-là, dire comment qu'on va bien faire vieillir nos véhicules électriques partagés dans nos milieux, comment qu'on va l'intégrer, comment qu'on va faire survivre puis assurer une pérennité à ce projet-là. Donc là, on est un peu dans cette évaluation-là là, dans les prochaines années. Je vous remercie. De longue discussion. Je ne sais pas si on... Oui, on va prendre le temps, on va continuer l'atelier. C'était plus une occasion de discuter ensemble, mais je pense que si vous avez des questions pour nos panélistes, on a quand même la chance d'avoir 3 modèles différents d'autopartage finalement. Donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, peut-être pas jamais, mais c'est un bon moment, c'est un bon moment pour les questionner par rapport à ces modèles-là. Allez-y si vous avez des questions. Au niveau technologique, qu'est-ce que vous utilisez pour gérer
le temps d'utilisation, est-ce que vous utilisez le même logiciel qu'Avito ou vous avez chacun le vôtre? Ben, en fait, je vais juste commencer là-dessus. Nous, c'est Communauto. Tout ça, présentement, c'est l'application Communauto que je pourrais vous montrer là, sur mon téléphone à la suite. C'est eux qui gèrent tout ça. C'est vraiment. Puis quand la voiture est déjà réservée, tu ne peux pas double la réserver. Donc, c'est à peu près impossible finalement d'avoir des contraintes comme ça. Puis je dirais que dès janvier, l'application Communauto va être fusionnée avec celle de Taxibus. Donc, c'est simplement en ouvrant l'application, tu vas après avoir tes différents choix de mobilité. Donc, dans ce cas-ci, Taxibus puis Communauto, tu balances ensuite vers l'application concept. De notre côté, nous, c'est une plateforme qui a été vraiment conçue pour le projet par la firme là, qui a développé la plateforme Sauvé. Donc, c'est vraiment un système là, autonome qu'on peut réserver les voitures dans les cases horaires. On a quand même un volet administrateur là, très pertinent qui nous permet là, d'être flexible dans ce qu'on offre par véhicule, les cases horaires, la tarification. Donc, on s'amuse avec cette plateforme-là qui fonctionne bien, qui est vraiment liée aux modules de développement qui sont installés dans les voitures. De notre côté, premièrement, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas nommé jusqu'à maintenant, mais on n'est pas encore en service. Donc, on n'a pas d'utilisateurs présentement qui sont actifs à travers le système. On a déjà commencé à approcher des gens pour qu'ils fassent des échanges de façon officieuse, si on veut, ou personnelle. Donc, on construit notre communauté autour de ça. Mais au niveau de l'application, on est en pourparlers avec Locomotion, qui est un projet issu de Solon, un organisme montréalais. Eux autres, ils ont déjà, dans le fond, l'application est déjà montée et tout, mais elle est réservée pour l'instant à leur clientèle qui est plus sur l'île de Montréal. Ils ont une extension qui est à Sherbrooke. Puis nous, ce qu'on désire, dans le fond, c'est utiliser le locomotion.app à partir du printemps prochain, fin printemps prochain, à Rimouski. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ce qu'on comprend, c'est que chacun a une plateforme de gestion de location qui permet quand même de gérer le tout sans avoir de superposition, probablement de la tarification aussi, à partir de là qui permet d'être faite, comme sur le modèle de communauté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Bon, ben parfait. Marie-André, Raphaël, merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. Désolée pour la sonorisation qui était plus ou moins intéressante, mais on a quand même, vous avez pu voir la salle, c'était quand même un peu plus convivial que juste un écran Zoom vide. Donc, merci beaucoup. Ça a bien fonctionné. Super. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Bye bye. Merci.